Sur le papier, ce duel semble déjà terminé. L'Airbus A321neo offre une plus grande autonomie, peut transporter davantage de passagers, est en service depuis des années et a accumulé une avance écrasante en matière de commandes. Face à lui, le Boeing 737 MAX 10 n'a encore transporté aucun passager et son entrée en service a été repoussée à plusieurs reprises. Si l'on regarde uniquement ces chiffres, la conclusion semble évidente. Airbus a gagné et Boeing est arrivé trop tard. Mais quelque chose ne colle pas. Alors que beaucoup qualifient le MAX 10 d'échec, les compagnies aériennes continuent de signer des contrats portant sur des centaines d'appareils. United, Delta, American et Alaska misent sur lui. Alors, que voient ces compagnies que l'on ne retrouve pas dans un simple tableau de caractéristiques techniques? La réponse change complètement cette rivalité. Pendant des années, parler du 737 MAX 10 revenait à parler d'une promesse qui semblait toujours n'être qu'à quelques mois de devenir réalité. Il y a d'abord eu les retards du programme MAX. Ensuite, une surveillance réglementaire beaucoup plus stricte. Puis sont apparues des questions techniques liées à des systèmes comme l'anti-givrage des moteurs, ainsi que de nouvelles exigences de sécurité. Chaque fois que Boeing semblait approcher de la ligne d'arrivée, un nouvel obstacle surgissait. Mais en 2026, quelque chose a changé. Le 28 juillet, Boeing a effectué le dernier vol prévu dans le cadre de la certification du 737-10. Pour en arriver là, le programme a accumulé 976 vols et plus de 2060 heures dans les airs, en plus de plus de 1000 heures d'essais au sol. Cela ne signifiait pas que la certification était automatiquement accordée. Il restait encore des examens de développement et des évaluations de sécurité. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Boeing achevait réellement le travail nécessaire pour obtenir l'approbation. Quelques jours plus tard, un autre signal important est arrivé. Le MAX 7 a finalement obtenu la certification de la FAA. Cela ne garantit pas que le MAX 10 recevra immédiatement la sienne, mais cela montre que Boeing commence à débloquer certains des obstacles qui avaient maintenu les dernières variantes dans l'impasse. L'entreprise vise toujours à achever la certification du MAX 10 au cours de l'année 2026. Et cela change la question. Il ne s'agit plus de savoir s'il apparaîtra un jour, mais de savoir ce qui se passera lorsqu'il entrera enfin dans une bataille qu'Airbus domine depuis des années. Car pour comprendre ses chances, il faut examiner l'étrange ingénierie dont Boeing a eu besoin pour le construire. Le 737 est né dans les années 1960. Boeing a modernisé l'avion génération après génération, en changeant les moteurs, les ailes, les cabines, les systèmes et l'aérodynamique. Mais sous toutes ces améliorations subsiste une architecture conçue pour une époque totalement différente. Le MAX 10 représente l'expression la plus extrême de cette évolution. Avec environ 43,8 mètres de longueur, c'est le 737 le plus long jamais construit. Boeing voulait davantage de sièges sans avoir à développer un avion entièrement nouveau. Il a donc pris le MAX 9 et allongé encore davantage son fuselage. Le problème, c'est qu'un avion plus long dispose de moins de marge pendant la rotation au décollage. Si le nez se lève trop rapidement, la queue peut dangereusement se rapprocher de la piste. La solution a été surprenante. Boeing a développé un train d'atterrissage principal, doté d'un mécanisme qui soulève légèrement l'arrière de l'appareil pendant la rotation. Le système fournit quelques centimètres supplémentaires de hauteur exactement au moment où ils sont nécessaires, puis se comprime de nouveau afin de rentrer dans l'espace disponible. Il a également fallu renforcer d'autres éléments, notamment les freins, car le MAX 10 combine une plus grande longueur, davantage de passagers et un poids supérieur. Tout cela démontre quelque chose d'important. Il ne s'agit pas simplement d'un MAX 9 avec quelques rangées de sièges supplémentaires. C'est le résultat d'une plateforme ancienne poussée presque jusqu'à ses limites. Boeing a réussi à obtenir un avion pouvant accueillir jusqu'à 230 passagers sans obliger ses clients à quitter la famille 737. Mais, chaque solution ajoutée rappelle qu'Airbus a commencé cette course depuis une position différente. Et la différence la plus difficile à dissimuler se trouve sous les ailes. C'est ici que l'A321neo commence à sembler imbattable. Airbus annonce une capacité maximale allant jusqu'à 244 passagers pour l'A321neo, tandis que Boeing fixe celle du 737-10 à 230. Mais la différence la plus importante ne concerne pas les sièges, elle concerne l'autonomie. Boeing annonce jusqu'à 3100 milles nautiques pour le MAX 10. L'A321neo peut atteindre environ 4000 milles nautiques et l'A321XLR pousse ce chiffre jusqu'à 4700. Nous ne parlons plus d'une petite différence, nous parlons de missions que l'Airbus peut accomplir et qui se trouvent en dehors du territoire naturel du MAX 10. Une partie de l'explication réside dans l'architecture de chaque famille. Le 737 a été conçu à l'origine très près du sol, ce qui était utile à l'époque. Mais cela a rendu plus compliqué l'intégration de moteurs de plus en plus gros. Le MAX utilise le CFM LEAP 1B. L'A321neo peut utiliser des moteurs comme le LEAP 1A ou le Pratt & Whitney GTF, au sein d'une plateforme qui a offert à Airbus davantage de marge pour augmenter le poids et l'autonomie.
Cela ne signifie pas automatiquement que l'Airbus est meilleur sur toutes les routes. Mais cela explique pourquoi Airbus a pu faire évoluer l'A321 dans des directions que Boeing ne pouvait pas facilement reproduire avec un simple allongement supplémentaire. Et c'est là qu'est arrivé le véritable coup dur. Airbus n'a pas seulement construit un concurrent du MAX 10, il a transformé l'A321 en quelque chose de beaucoup plus polyvalent. L'A321neo peut assurer des vols intérieurs à forte demande. Jusqu'ici, il est directement en concurrence avec le MAX 10. Mais Airbus a ajouté une deuxième dimension avec l'A321LR, puis une troisième avec le XLR. Le LR a orienté la famille vers des routes d'environ 4000 milles nautiques. Puis est arrivé le XLR, avec des modifications plus profondes, un réservoir arrière intégré, une masse maximale au décollage allant jusqu'à 101,5 tonnes, un train d'atterrissage renforcé et des améliorations aérodynamiques. Le résultat est un avion monocouloir capable de parcourir jusqu'à 4700 milles nautiques et de rester environ 11 heures dans les airs. Cela change complètement ce qu'une compagnie aérienne peut faire avec cette famille. Un A320 et un peut couvrir de grandes liaisons intérieures et, dans ses variantes long courrier, ouvrir des routes transatlantiques qui nécessitaient auparavant un avion beaucoup plus gros. Il peut relier des villes secondaires, tester de nouveaux marchés avec moins de risques et proposer une classe affaires long courrier sans devoir remplir un gros porteur. Cette polyvalence vaut de l'or. Non pas parce que toutes les compagnies ont besoin de 4700 milles nautiques d'autonomie chaque jour, mais parce qu'une plateforme capable de remplir davantage de missions dispose de beaucoup plus d'opportunités commerciales. Et cela aide à expliquer pourquoi Airbus a constitué un carnet de commandes que le MAX 10 peut difficilement égaler. Mais c'est ici qu'apparaît le paradoxe. Si l'A321 est plus polyvalent, possède davantage d'autonomie et bénéficie déjà d'une immense base de clients, pourquoi certaines de ces mêmes compagnies aériennes continuent-elles d'acheter le MAX 10 ? C'est à ce moment-là que la comparaison cesse d'être une simple guerre de caractéristiques techniques. Un avion véritablement raté ne parvient pas à convaincre de grandes compagnies de réserver des dizaines ou des centaines d'exemplaires alors qu'elles attendent encore sa certification. United a fortement misé sur le MAX 10. Delta en a commandé 100. American a décidé d'intégrer cette variante à sa stratégie de flotte et Alaska a également renforcé de manière agressive son engagement envers la famille MAX. Ce ne sont pas des décisions prises par enthousiasme. Une compagnie aérienne achète un avion en pensant à plusieurs décennies d'exploitation, à des millions d'heures de maintenance, à la formation, aux pièces détachées et à des coûts que les passagers ne voient jamais. C'est là que se trouve l'une des armes les plus importantes du 737-10, la communalité. Imaginez une compagnie qui exploite déjà des centaines de 737. Ses pilotes connaissent la famille. Ses techniciens disposent déjà des procédures nécessaires. Ses entrepôts contiennent les pièces détachées. Ses bases sont organisées pour entretenir ces avions. Ajouter une variante plus grande permet de transporter davantage de passagers sans introduire une famille totalement différente dans certaines parties du réseau. Le coût réel d'un avion ne s'arrête pas au moment de l'achat. Il continue pendant 20 ou 30 ans. Et si un MAX 10 peut parfaitement accomplir la mission tout en utilisant une infrastructure déjà existante, l'avantage d'un Airbus disposant d'une autonomie beaucoup plus importante peut ne pas avoir d'importance. Cela ne rend pas le Boeing meilleur. Cela signifie simplement qu'il est adapté à un travail spécifique. Et ce travail représente un marché immense. Voici l'une des erreurs les plus faciles à commettre lorsqu'on compare des avions. Une plus grande autonomie semble automatiquement être un avantage. Mais une compagnie aérienne ne gagne pas d'argent grâce à la distance qu'un avion pourrait théoriquement parcourir. Elle gagne de l'argent en utilisant correctement chaque siège sur chaque route. Pensez à des liaisons comme Atlanta-Orlando, Dallas-Houston, Chicago-Denver ou Los Angeles-Las Vegas. Sur ces routes, le problème n'est pas de traverser un océan. Il s'agit de transporter énormément de passagers, plusieurs fois par jour, au coût le plus bas possible. Pour cela, disposer d'une capacité d'autonomie qui ne sera presque jamais utilisée n'offre pas toujours un avantage décisif. Une compagnie peut préférer un avion conçu autour de la capacité, de la fréquence des vols et de son intégration avec la flotte existante. C'est pour cette raison que nous voyons quelque chose qui peut sembler contradictoire. Des compagnies achètent à la fois des A321neo et des MAX 10. American peut trouver une grande valeur dans la 321 XLR pour ouvrir de longues routes tout en utilisant le 737-10 pour augmenter sa capacité au sein d'une exploitation qui connaît déjà parfaitement le 737. Delta peut faire quelque chose de similaire. Il ne s'agit pas nécessairement de choisir un seul vainqueur. Il s'agit d'affecter le bon avion au bon vol. Le MAX 10 n'a pas non plus besoin de remplacer le XLR. S'il essayait de le faire, il jouerait sur le terrain d'Airbus. Son opportunité se trouve sur les routes à forte densité où 3100 milles nautiques sont déjà largement suffisants. Mais même en acceptant cela, une question gênante demeure.
Si le Boeing dispose d'une mission claire et de clients gigantesques, comment Airbus a-t-il réussi à creuser une avance aussi énorme en matière de commandes? La réponse se trouve dans les années que Boeing a perdues. L'A321neo a commencé à entrer en service en 2016. Le MAX 10 a été lancé plus tard et près d'une décennie après, il achevait encore son parcours réglementaire avant ses premières livraisons. Dans l'aviation commerciale, ce temps vaut une fortune. Pendant que Boeing tentait de mener à bien la plus grande variante du MAX, Airbus livrait des avions, ajoutait de nouveaux opérateurs, augmentait sa production, lançait le LR et développait le XLR. Airbus a convaincu les compagnies aériennes que l'A321 pouvait remplacer d'anciens avions, assurer des routes intérieures et ouvrir de nouveaux marchés long courriers au sein du même écosystème. Puis sont arrivées les années les plus difficiles pour Boeing. Les accidents du 737 MAX 8 en 2018 et 2019 ont entraîné une immobilisation mondiale. La surveillance réglementaire a changé. La certification de nouvelles variantes est devenue plus exigeante. Plus tard est apparu le problème du système anti-givrage du moteur, qui a nécessité une modification de conception. Et en 2024, l'incident du panneau de porte d'un MAX 9 d'Alaska Airlines a de nouveau placé la fabrication et le contrôle qualité de Boeing sous une surveillance intense. Cela ne signifie pas que le MAX 10 présente les mêmes problèmes. Mais tout cela s'est produit autour de la famille MAX et a affecté l'environnement dans lequel Boeing devait certifier et produire sa nouvelle variante. Airbus a profité de cette fenêtre. Et chaque A321neo livré rendait le terrain encore plus difficile à reconquérir. Lorsqu'une compagnie aérienne investit dans les pilotes, la maintenance et une flotte, les mêmes avantages de communalité que Boeing utilise pour défendre le MAX commencent à apparaître. C'est peut-être le dommage le plus durable causé par ces retards. Boeing n'a pas seulement perdu des commandes, il a permis à Airbus de consolider des opérateurs qui pourraient bien continuer à acheter des A321 pendant des décennies. Et malgré tout, qualifier le MAX 10 d'échec ne permet toujours pas d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Si le seul critère est de savoir qui a obtenu le plus de commandes dans ce segment, Airbus est clairement devant. L'A321neo possède une avance considérable, une famille plus polyvalente, des variantes long courrier et des années de présence sur le marché. Prétendre que le MAX 10 a battu l'Airbus reviendrait à ignorer la réalité. Mais ce n'était jamais la question la plus intéressante. La véritable question est de savoir si le MAX 10 peut devenir un succès même sans rattraper l'A321neo. Et là, la réponse change. Boeing n'a pas besoin d'égaler les ventes d'Airbus pour démontrer que l'avion fonctionne commercialement. Il lui faut suffisamment de clients pour maintenir une production rentable et, surtout, empêcher les opérateurs historiques du 737 d'être obligés de se tourner vers Airbus chaque fois qu'ils veulent davantage de capacité. C'est là le véritable rôle du MAX 10. Il représente la pièce qui manquait au sommet de la famille. Il permet à Boeing de proposer davantage de sièges tout en conservant une grande partie de la logique opérationnelle qui a fait du 737 l'un des avions les plus utilisés au monde. Sa limite est également évidente. Le MAX 10 représente probablement l'une des dernières expressions de ce qu'il est possible d'extraire de cette architecture. Tôt ou tard, Boeing devra décider ce qui viendra après le 737. Et c'est peut-être pour cette raison que cette rivalité est si fascinante. Airbus a pris une plateforme plus moderne et l'a développée jusqu'à en faire une sorte de couteau suisse. Boeing a pris une plateforme extraordinairement ancienne et l'a poussée jusqu'à sa version la plus grande et la plus performante. Alors non, le 737 MAX 10 ne semble pas destiné à écraser la 321neo en matière de vente. Airbus a déjà construit une avance immense et propose des capacités que Boeing ne cherche tout simplement pas à égaler. Mais nous ne sommes pas non plus face à l'échec que certaines comparaisons laissent entendre. Si le MAX 10 entre finalement en service et tient ses promesses, les compagnies aériennes déjà profondément intégrées dans l'écosystème 737 obtiendront exactement ce qu'elles attendent depuis des années. Davantage de sièges sans abandonner une famille qu'elles connaissent depuis des décennies. Airbus a construit l'avion le plus polyvalent de cette bataille. Boeing a probablement construit le 737 le plus performant que sa plateforme pouvait permettre. Et tandis que l'un domine les chiffres de vente, l'autre continue d'attirer de grands clients avant même d'avoir transporté son premier passager. Peut-être que la grande question n'est donc pas de savoir si le MAX 10 peut battre l'A321neo. La vraie question est de savoir ce que Boeing construira lorsqu'il ne sera plus possible d'allonger le 737 d'un seul centimètre supplémentaire. Et cette prochaine décision pourrait définir l'aviation commerciale pour les décennies à venir.